fait, j'ai parlé d'un concept qui est un peu étranger, et complexe, et passionnant. J'ai parlé de l'évaluation des programmes de résidana. Et un concept que j'ai eu le plaisir de découvrir aussi à travers mes lectures pour préparer cette présentation et qui finalement se trouve au centre de tout programme de résidana et qui est très important. Il est très important parce que l'enjeu d'un programme de résidana, c'est de former un acteur important dans la société, qui est le chirurgien, qui aura la lourde responsabilité de traiter des pathologies difficiles et qui devra être performant et répondre aux besoins de la société. Ce chirurgien est formé dans le cadre du système de résidana au pays et ces programmes de résidana que nous avons, vu l'enjeu majeur, ont l'obligation de prouver qu'ils sont efficaces. D'où l'importance de l'évaluation. Si l'enjeu est tellement important, on doit pouvoir dire de manière objective et quantitative que ce que nous faisons comme effort au niveau des universités et des services universitaires arrive à atteindre l'objectif atteint. Avant d'avancer dans cette présentation, je voudrais juste clarifier une petite chose. Je ne voudrais pas que vous ayez la confusion entre l'évaluation d'un programme de résidana et les examens. Je ne parle pas ici des examens de fin de première année ou des examens de fin de cinquième année. Je vous parle de l'évaluation de tout le programme. Et cette évaluation intègre la dimension de l'évaluation individuelle de l'apprenant, mais ce n'est qu'une toute petite partie de l'évaluation globale du programme. Une des premières définitions anciennes de l'évaluation d'un programme social, parce que c'est finalement un programme social, c'est que l'évaluation permet de mesurer si le programme a atteint les objectifs qu'il s'est fixés. Et pourquoi on évalue ? On évalue pour pouvoir orienter une décision ou des décisions. Ces décisions peuvent être l'arrêt d'un programme parce qu'il ne fonctionne pas, l'amélioration de ce programme est ciblée spécifiquement ce qu'il faut changer pour améliorer la qualité, ou une refonte massive, une réforme comme celle à laquelle on est en train de réfléchir aujourd'hui dans le pays. Et je rejoins ce qu'a dit professeur Sbah et professeur Chihab dans leur présentation, et j'insiste encore une fois, on ne peut pas évaluer si on n'a pas d'objectif. Et de fait, et on le sait très bien, nous n'avons pas d'objectif. Et on débat tout le temps, à chaque fois qu'il y a un examen de fin de spécialité, à chaque fois qu'il y a un examen de première année, je dirais même à chaque fois qu'il y a des examens cliniques, quelles questions poser, comment évaluer, et on est toujours en désaccord parce que chacun a sa propre idée de ce que doit être un chirurgien. Et je vous avoue que quand j'ai été 2 ans à travailler à l'hôpital provincial de Boulmen, je me suis vraiment rendu compte qu'il y a un grand décalage entre ce qu'on pense quand on est à l'universitaire et ce qu'on vit dans le terrain quand on sort de l'université. Et tant qu'on n'a pas établi le référentiel métier, tant qu'on n'a pas défini ce qu'on veut que ce chirurgien devienne, ce qu'on attend de lui, on ne pourra pas évaluer. Et deuxième point important, et aujourd'hui on parle de réforme, on ne peut pas faire de réforme sans évaluer. Et vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, en 2019, on se retrouve devant une situation paradoxale, c'est qu'on veut faire une réforme sans évaluation, et si on veut faire une évaluation, on ne saura pas évaluer parce qu'on n'a pas su à la base, on n'a pas défini ce qu'on voudrait, le résultat auquel on voulait arriver. Mais de toute manière, ce n'est pas un obstacle à l'évaluation. Alors, une revue de littérature, riche littérature sur l'évaluation, couvrant non seulement l'évaluation des programmes de résidana, mais les évaluations de tout programme pédagogique. Il y a environ 30 modèles décrits d'évaluation, et il n'y a pas de modèle standard. Et quand on voit tous ces modèles, ils se rejoignent d'une manière ou d'une autre. Je vais vous exposer 2 modèles. L'un est ancien, classique, qui correspond à ce qu'était la théorie à ce qu'étaient les théories pédagogiques comme les a présenté le professeur Chihab auparavant, et puis un modèle moderne, plus flexible, qui correspond à toutes les évolutions philosophiques et sociales dans la pédagogie. Alors, l'un des modèles les plus célèbres, et qui est encore utilisé massivement aujourd'hui dans les universités, c'est ce qu'on appelle le modèle de Kirkpatrick.
développé dans les années 50 et modifié plusieurs fois. Ce modèle propose d'évaluer un programme selon 4 niveaux. 1, 2, 3, 4, et chaque niveau est plus complexe que le précédent. Le premier niveau, c'est ce qu'ils appellent la réaction. Au fait, la réaction, on prend les apprenants et on leur demande est-ce que vous êtes satisfait. On fait cela par des questionnaires de satisfaction. Est-ce que vous êtes satisfait des formateurs? Est-ce que vous êtes satisfait du programme pédagogique, du déroulement de la formation, etc. Ce niveau est facile à faire. Il suffit de donner des questionnaires. Ça, on le voit très souvent, surtout dans les diplômes universitaires. À la fin de chaque session, on vous donne un petit questionnaire, vous le remplissez. C'est le cas de Patrick. Le problème de la satisfaction des apprenants, c'est que ce n'est pas pertinent. Parce que l'apprenant, quand il est satisfait, est-ce qu'il est satisfait parce qu'il a été bien formé? Est-ce qu'il est satisfait parce que la formation lui a permis d'atteindre ses objectifs? Il est satisfait parce qu'il a eu un bon café et des croissants? Il est satisfait parce qu'il a eu un bon hébergement à l'hôtel? On ne peut pas savoir ce qui fait que... Et on a eu beaucoup de débats par rapport, par exemple, aux évaluations des enseignants par les enseignés dans les facultés de médecine. Et on se retrouve devant une évaluation, certes, mais qui donne des résultats qui ne nous permettent pas de prendre des décisions, parce que c'est des avis subjectifs. Et ce niveau d'évaluation est très, très critiqué. Le deuxième niveau, c'est l'évaluation de l'apprentissage. Ça, on le fait à tous les niveaux, c'est les examens. C'est la partie dont je vous ai parlé tout à l'heure, juste ce niveau-là. Et l'apprentissage, c'est d'évaluer si l'apprenant a acquis l'enseignement qu'on lui a donné. On fait ça par des examens théoriques, examens pratiques, etc. Et là encore, on se retrouve en chirurgie devant ce dilemme pratique, c'est qu'on évalue nos chirurgiens en fin de spécialité en leur posant des questions théoriques, en leur donnant un patient à discuter, mais à aucun moment on évalue le procédural. Il n'y a aucune évaluation de la technicité des chirurgiens, de leur comportement au bloc opératoire. Donc là aussi, quand on évalue l'objectif à atteindre et les méthodes pédagogiques qu'on met en place, et on voit si les apprenants arrivent à atteindre cet objectif-là. Les 2 premiers niveaux sont généralement toujours évalués dans tous les programmes éducatifs. Ça devient plus complexe quand on va au niveau 3. Le comportement. Est-ce que l'enseignement donné lors de la formation a permis de changer le comportement dans la vie réelle? Ça, on pourrait le faire en suivant les diplômés sur le terrain quand ils ont fini la formation pour voir si cette formation leur a permis de changer de comportement. Je donne un exemple. Si on fait un diplôme de laparoscopie, on devrait peut-être revenir 6 mois plus tard ou 1 an plus tard pour voir si les chirurgiens qui ont eu cette formation ont effectivement intégré la laparoscopie à leur activité, si ça a permis d'augmenter leur activité laparoscopique. On pourrait faire ça par des interviews, des enquêtes, impliquer le ministère de la Santé, voir les statistiques des hôpitaux, etc. Ça ne se fait pas. Et même généralement dans la littérature, ça se fait très peu. Et le 4e niveau, qui est encore plus complexe, c'est l'impact de la formation sur le système. Et là, on parle de résultats globaux. Si on fait une formation, par exemple, si on forme un chirurgien et qu'on l'envoie dans les hôpitaux périphériques, on doit pouvoir savoir quel type d'activité, est-ce qu'il y a moins de patients qui sont référés au niveau du centre, est-ce que qualitativement, le recrutement des hôpitaux périphériques augmente, est-ce que qualitativement, il y a moins de complications, etc. Ça, c'est le niveau 4. Et le niveau 4, quasiment personne ne le fait. Il y a un 5e niveau qui est coût-efficacité, qui a été ajouté au modèle. Là aussi, il y a très peu d'études qui l'ont intégré. Vous voyez que même sur un modèle classique ancien de l'évaluation, ce n'est pas très simple. Et bien évidemment, ce modèle a été critiqué. Il a été critiqué parce que, philosophiquement, il a été basé sur des théories anciennes pédagogiques telles que les a présentées le professeur Chihab, surtout la formation par objectif, et surtout parce que c'est un modèle d'évaluation rigide. Il considère que, c'est-à-dire une taille correspond à tout. C'est-à-dire un seul modèle, avec un seul standard, peut correspondre à tous les contextes. Ce qui est faux. Et depuis les années 50, il y a beaucoup de choses qui ont changé, qui ont été présentées, juste résumer. Le concept de pédagogie s'est transformé vers l'approche par compétence, qui est beaucoup plus complexe que l'approche par objectif. On est passé du concept d'enseignement au concept d'apprentissage. On est plus centré sur l'enseignant, mais on est spécifiquement centré sur l'apprenant.
Et puis on a intégré d'autres dimensions. Là, le professeur Chihab a parlé du constructivisme, le socio-constructivisme, c'est-à-dire que l'apprentissage se fait par interaction avec les autres. Il y a une dimension sociale importante dans l'apprentissage qui peut être implémentée. Et puis on est dans un monde qui bouge et on est dans un monde qui change. Les gens doivent s'adapter. Vous voyez toutes les nouvelles techniques qui arrivent, toutes les nouvelles notions comme celles qui ont été présentées par mon ami Amine. Et les gens doivent être capables, à la fin de leur formation, de pouvoir s'adapter. Ils doivent être autonomes dans leur apprentissage, ils doivent apprendre à apprendre. Et puis finalement, tout cela doit se dérouler dans un contexte où l'environnement doit être favorable, où il y a de l'éthique qui est mise au centre, il y a de l'équité. Et vous voyez que si on intègre toutes ces notions, ben ce modèle, il devient non utilisable. Et même la définition de l'évaluation change. Tout à l'heure, je vous ai dit, la définition de l'évaluation, c'est on mesure si on a atteint les objectifs qu'on s'est fixés. Ça, c'est une proposition de définition moderne. L'évaluation, c'est l'évaluation systématique du mérite, la valeur, la probité, faisabilité, sécurité d'un objet. Objet ici, c'est un programme de formation. Alors, le mérite, c'est d'examiner si le programme fait ce qu'il est censé faire. En gros, c'est l'ancienne définition. Et vous voyez sur la nouvelle définition, l'ancien concept d'évaluation n'est qu'un item parmi les autres. La valeur, c'est de vérifier que ce programme permet de donner un service d'excellence dans un cadre et un contexte bien spécifique, qui est adapté aux différentes situations. La probité, c'est que ça se fasse dans l'intégrité et l'éthique. Il faut que ce soit un programme qui soit facile à implémenter, qui soit faisable, qu'on puisse avoir les ressources de le mettre en place et qui soit viable politiquement. Et puis finalement, c'est un programme qui doit permettre à tout individu de réussir de manière équitable. Et si vous jetez un coup d'œil à tous ces éléments, comment on va évaluer un programme? Ça devient complexe. Et si on ajoute une autre dimension, et on le vit aujourd'hui, on avait 2 facultés, on a eu 5, on en a 7, bientôt il y en aura d'autres. Il y a des facultés anciennes, il y a des facultés jeunes. Il y a la spécificité du contexte aussi qu'il faut prendre en considération quand on veut évaluer. On ne va pas évaluer la faculté de médecine de Tanger comme on va évaluer la faculté de médecine d'Agadir, ou un programme de résidanat dans un service qui démarre par rapport à un service qui est ancien. Et donc, dans le nouveau paradigme de l'évaluation, les choses sont devenues beaucoup plus souples et beaucoup plus spécifiques. Dans ce paradigme, la première étape, et ça a été très bien dit et je rebondis dessus, c'est qu'on ne peut pas planifier une évaluation seul, c'est-à-dire en tant qu'enseignant ou universitaire. On doit impliquer tous les partenaires impliqués dans la formation des résidents. Ces partenaires sont les décideurs, c'est-à-dire les gouvernements, les ministères, bien sûr les universités, les acteurs sur le terrain, qui sont les enseignants et les résidents, mais aussi la population, la société civile, qui va, elle, bénéficier du service que donnera le chirurgien. Donc la première étape, c'est d'aller discuter avec ces gens-là et négocier avec eux qu'est-ce qu'on va évaluer. Comment on va évaluer? Quels sont les critères pertinents, contexte dépendant? Et en faisant ces allers-retours, on arrive à définir de manière souple, contextuelle et spécifique quel élément évaluer par rapport à toute cette grille-là. Une fois qu'on a établi cela, il y a eu un autre point important qui a signalé, c'est que la théorie aujourd'hui nouvelle de l'évaluation considère l'évaluation comme étant une méthode de recherche scientifique qui doit obéir aux mêmes règles de rigueur de tout protocole de recherche scientifique. C'est-à-dire, une fois on a défini ce qu'on va évaluer de manière spécifique, il faut définir comment, quelles données on va collecter, les collecter de manière fiable et sûre, avoir des moyens d'auditer la qualité de ces données, les analyser de manière scientifique, c'est comme si on allait faire une méta-analyse, de manière rigoureuse, et quand on a le résultat, il y a un retour vers les partenaires. Comment on va interpréter le résultat? On ne va pas interpréter le résultat d'un seul point de vue, il faut remettre tout le monde sur la table. Voici les résultats obtenus quantitativement, objectivement, comment les analysez-vous? Est-ce que cette analyse ou cette interprétation est cohérente en fonction du contexte des uns et des autres avant de pouvoir tirer des conclusions?
Une fois qu'on a tiré les conclusions, il faut qu'on soit capable, à partir de ces conclusions, de prendre des décisions. Et pour boucler la boucle, et parce qu'on est dans l'évaluation, pour faire une évaluation moderne et efficace, il faut évaluer l'évaluation. Il faut qu'à la fin, on puisse être capable d'auditer l'évaluation elle-même pour être sûr qu'elle a répondu à tous ces critères de qualité, surtout dans la méthodologie scientifique. Ça, c'est pour la théorie des modèles d'évaluation. Vous voyez que les choses ont changé d'un modèle figé vers un modèle souple. Et ça nous donne plus de liberté et de souplesse dans la planification éventuellement de la future réforme pour planifier et programmer des modèles d'évaluation qui nous soient authentiques. Alors, comment on peut appliquer ce modèle en pratique? Alors, il y a trois types d'évaluation qu'on pourrait faire en utilisant ces modèles. Il y a ce qu'on appelle les évaluations qui sont formatives. Alors, évaluation formative, c'est des évaluations, à ne pas confondre avec les évaluations formatives des examens. C'est des évaluations prospectives qui permettent le monitorage continu du programme. C'est typiquement, on démarre un nouveau programme, on va faire une première évaluation en cours de chemin pour voir si l'implémentation a été bonne, puis une deuxième évaluation pour voir que l'idée préconçue qu'on avait du programme s'applique sur le réel ou s'il faut ajuster, et ça nous permet de monitorer et de planifier le management du projet. Ça rentre dans un cadre d'amélioration et d'assurance qualité. Le deuxième type d'évaluation est un peu plus large, un peu plus macro, c'est sommative. C'est le type d'évaluation qu'on devrait faire aujourd'hui pour le programme de résidence actuel. On est à la fin d'un programme, il s'est passé une longue période entre le début et aujourd'hui, on veut le changer, on fait une évaluation globale qui intègre tous les éléments du programme pour juger la qualité du programme selon un certain nombre de critères qu'on a négociés et décidés. Et ce genre d'évaluation permet de prendre des décisions radicales sur ce programme. On va l'arrêter, on va le continuer, on va le modifier de manière radicale. Ces deux évaluations formatives et sommatives sont bien sûr complémentaires, mais elles doivent être faites, si on veut être cohérent, par un auditeur externe. Parce qu'on se dit qu'on ne peut pas être acteur et juge. On ne peut pas être acteur et se juger nous-mêmes. Donc, c'est des organismes indépendants, des professionnels de l'évaluation qui doivent faire ces évaluations pour qu'on puisse les accepter et pour qu'elles soient pertinentes. Néanmoins, avec le temps, et encore avec l'évolution des idées, on s'est rendu compte que ce type d'évaluation, parfois, se décalait par rapport au contexte. Quand on externalisait l'évaluation, elle est faite par des auditeurs indépendants qui n'ont pas, même avec de la négociation, la compréhension profonde des contextes dans lesquels se passe la formation. Et on voit de plus en plus apparaître comme étant un point important le concept d'auto-évaluation. Et ce concept d'auto-évaluation, même s'il peut paraître contre-intuitif, est intéressant parce qu'il met en valeur les formateurs, parce que ce sont les formateurs qui sont sur le terrain et c'est parce que ce sont les formateurs qui ont le plus de connaissances par rapport à ce qui se passe sur le terrain. L'avantage aussi, c'est que ça permet de promouvoir une culture d'évaluation dans les structures d'enseignement. Et cette culture d'évaluation est importante parce qu'elle permet de créer un cercle virtueux dans lequel il y a toujours un aller-retour, des allers-retours itératifs entre les objectifs, le contrôle par des évaluations et la prise de décision avec des cycles très courts qui permettent de manière périphérique, décentralisée, et de changer rapidement des choses. Et puis si on intègre cette auto-évaluation aux autres évaluations, qui sont indépendantes, on peut créer un flux d'informations continu, des allers-retours entre les gens du terrain, les enseignants, et les décideurs. Et ce flux d'informations permettra de renforcer la communication, une meilleure compréhension de ce qui se passe réellement et d'améliorer de manière pertinente et authentique la qualité de la formation des résidents. Dernier point, et on est à la veille de la réforme, c'est qu'on a une opportunité qui est importante, c'est qu'on peut planifier dès le début comment on va évaluer ce nouveau programme. On sait ce qui s'est passé les 22 dernières années, on a une idée de ce qu'on veut faire, on va établir un nouveau programme, un nouveau curriculum, de nouvelles méthodes, etc. Et on peut d'emblée se dire, même a priori, on va faire une stratégie d'évaluation. Voici la stratégie d'évaluation formative, voici la stratégie d'évaluation sommative. On va former les gens pour qu'ils fassent de l'auto-évaluation. On va créer des cercles de communication entre les services et les UPR et le département université, des réunions avec les décideurs. Et en planifiant ça dès le début, on peut d'emblée anticiper
notre cercle d'amélioration continue. Donc, ma synthèse est la suivante. L'évaluation est le prérequis de l'amélioration. Je pense que c'est évident. On est à la veille de la réforme. On ne peut pas réformer sans évaluer. Et toute réforme qui sera faite sans évaluation sera certainement non pertinente. Donc s'il y a une recommandation qu'on pourrait nous faire en tant qu'enseignants, UPR, département, faculté, à université, aux décideurs, c'est de leur dire, écoutez, vous nous avez demandé de réfléchir sur le sujet, ce n'est pas la bonne approche. D'abord, on évalue. Et même s'il faut attendre 3 ans ou 4 ans avant de réformer, attendons 3 ans ou 4 ans avant de réformer, parce qu'en faisant l'évaluation, on fera une réforme qui sera spécifique, authentique et pertinente. Et non benchmarkée sur un concept venu d'ailleurs qui ne nous correspond absolument pas. Et quand on aura fait ça, on aura bien compris notre contexte. On pourra même anticiper les futures évaluations qu'il faudra planifier. Et en faisant cela, on va créer des modèles qui nous sont authentiques, qui vont nous mettre dans un cercle vertueux d'amélioration continue, adapté spécifiquement à notre contexte. Je vous remercie.